Alors oui, on était resté sur un constat de semi-échec. L'identification du bois, c'est pas un truc facile, quoi. Donc, je vais vous proposer, en fait, dans cette vidéo, 7 clés, 7 méthodes, 7 approches pour affiner cet entonnoir qui démarre avec pas loin de 70 000 espèces d'arbres différentes, hein, pour arriver au bout de bois qu'on est en train de regarder. Ou au moins au genre. Parce que tout comme quand on commence à s'intéresser au vin, il faut se fixer des objectifs du type, au niveau du goût, j'ai repéré fruits blancs, fruits rouges, sans tout de suite se dire ah oui, mais c'est pas juste du fruit rouge, c'est mélange de framboise et de cassis. Hein. C'est d'avoir une approche un petit peu pragmatique et de dire voilà, comme pour le vin, si j'arrive à trouver la région, déjà je suis bien content. Et au niveau des goûts, si je repère que on est plutôt dans les agrumes ou on est plutôt dans les fruits rouges, déjà j'ai un premier niveau. Après, on peut aller un petit peu plus loin et affiner, mais pas obligatoirement sur les 100 000 espèces, sur peut-être les différents types de noyers, par exemple, pour aller un petit peu plus loin, comme on irait un petit peu plus loin en détaillant quels fruits rouges si on était un sommelier, par exemple, ou un apprenti sommelier. Bon, introduction un petit peu longue, mais bon, on va tout de suite se mettre au boulot, et je vais vous parler des 7 facettes ou des 7 approches qui peuvent quand même nous aider. Alors le premier, bon, ça a l'air un peu, ça a l'air un petit peu monstrueux ce que je vais dire, mais si jamais vous avez qu'une photo, ça peut arriver, c'est vérifier qu'il s'agit de bois massif. Ça semble assez indispensable, parce qu'avant d'aller plus loin, on espère que le matériau en question est bien un morceau de bois massif et pas un composite, voire un morceau de plastique qui est conçu pour imiter le bois, quoi. Même s'il est couvert de résine, dans l'exemple qui apparaît à l'écran, si on voit le bois de fil et le bois de boue, on sait que ça correspond vraiment bien là, on peut se dire, tiens, ça c'est quand même un morceau de cocobolo. Une des premières idées, c'est avoir accès au bois de boue. Les MDF, les panneaux de particules, les contreplaqués et autres, ils ont tous un point commun. C'est si vous regardez le bois de boue, vous savez tout de suite qu'il n'y a pas d'anneau de croissance, c'est sûrement pas du vrai bois, quoi. Après, il peut y avoir un autre piège. Et ce piège, ça peut être qu'il s'agisse d'un plaquage. Et vous avez devant vous un magnifique panneau et vous repérez sur ce panneau qu'il y a une espèce de répétition dans les motifs, dans les formes qui apparaissent sur ce panneau. Et dans ce cas-là, vous pouvez vous dire, tiens, il s'agit peut-être d'un plaquage. Parce que la très fine couche de bois qui est apparente, en fait, elle est souvent déroulée à partir d'un tronc d'arbre. Je vous mets une photo, et ensuite elle est fixée sur un substrat. Ce substrat, ça peut être du bois, mais ça peut être aussi du plastique, ça peut être aussi à peu près n'importe quoi. Et en fait, l'idée, c'est comme on pèle le tronc de l'arbre qui est en rotation, évidemment, on va trouver une répétition de certains motifs. Et donc, une des bonnes méthodes pour repérer un plaquage, surtout sur les grands panneaux, c'est d'essayer de repérer les répétitions. Il peut s'agir aussi d'une peinture ou d'un imprimé. En particulier quand c'est des panneaux plats de taille moyenne, ça peut être un morceau de MDF qui a simplement été laminé avec un plastique qui imite totalement la couleur du bois, voire même parfois simplement peint pour ressembler à du grain, au fil du bois, au grain du bois. De nombreuses planches de parquet intérieur trouvent aujourd'hui dans le commerce, ce sont carrément des pseudo-bois qui imitent parfois de manière assez stupéfiante du vrai bois, alors que ce sont des matériaux complètement artificiels. Donc,
premièrement, s'agit-il d'un bois massif? Deuxièmement, regardez la couleur. Et il y a quelques questions à se poser immédiatement. Et la première question, est-ce qu'il s'agit de la couleur naturelle du bois, ou est-ce que le bois il a été teinté? Si d'aventure, c'est pas la couleur naturelle, tous les efforts qu'on pourra faire pour identifier le bois vont tomber à l'eau. Comme par exemple cette teinte brun rougeâtre sur un morceau de jatoba, où on voit la vraie couleur du bois en arrière-plan sur cette photo. Ensuite, s'il n'est pas teinté, est-ce qu'il est patiné par les ans, ou est-ce que sa couleur a changé aussi par exposition à l'oxygène ou aux UV? Il y a de nombreux bois, lorsqu'ils sont laissés à l'extérieur, qui deviennent carrément grisâtres. Les bois d'intérieur aussi ont tendance à se patiner en vieillissant. Même du pin des Landes commun qui est très très clair après usinage, vous le laissez dans une pièce et vous retournez 10-15 ans plus tard, et le bois il est plus doré que le pin, il est devenu plus doré que du merisier, quoi. Et ça, c'est ce qu'on appelle la patine du bois. Et cette patine, c'est aussi un piège, et donc si on travaille avec le monde physique et pas avec une photo, bien sûr, la vraie question à se poser tout de suite, c'est est-ce qu'il est possible de poncer légèrement ou de raboter pour voir la couleur naturelle du bois, ce qui permettra déjà de mieux identifier l'échantillon qu'on nous propose. S'il est fraîchement poncé ou fraîchement raboté, ça va aussi éliminer des traces, des taches de vieillissement naturel qui nous induiraient en erreur. La troisième clé, c'est de regarder, d'observer un peu attentivement le fil du bois, le grain du bois. Et se poser tout de suite des questions. C'est sur le bois de fil, est-ce qu'on repère des pores? Est-ce qu'il est légèrement poreux? Est-ce qu'il a une texture ouverte? Un exemple typique, c'est ce qu'on appelle le frêne des marais, où on voit d'énormes différences dues à l'apport de flotte entre les cernes de printemps qui ont des très grosses pores et les cernes d'été qui ont des pores beaucoup plus fines, beaucoup plus refermés. Il y a de nombreux feuillus qui ont des pores ouvertes, alors que d'une manière générale, les résineux ont des pores fermés sur le fil du bois. On ne voit pas du tout d'apparition de petits trous, en fait. Bon, il se trouve qu'il y a aussi dans les feuillus pores ouverts, chêne, acajou, etc. Mais il y a aussi des feuillus qui sont également très très doux au toucher d'ailleurs, et qui ont quasiment pas de pores, comme l'érable. Ensuite, on peut se poser la question de comment a été scié ce bout de bois. Est-ce qu'il a été scié sur quartier, ou est-ce qu'il a été scié sur d'os? Dans l'exemple qu'on avait pris tout au début, où on pensait que c'était du Zebrano et c'était du Belli, c'est clairement du fait de la régularité de ligne, en fait, qu'on est en sciage sur quartier. Sinon, on aurait des motifs. Donc, en observant le bois de fil, on peut souvent savoir comment la planche a été découpée dans l'arbre, et certaines essences de bois ont des motifs de grains très 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 différents, suivant la façon dont le sciage a eu lieu, et qu'on va pouvoir repérer sur la surface. Les exemples fameux de sciage sur quartier qui sont tout à fait typiques, il y a le platane, où il y a le chêne, et un petit peu l'érable aussi, où on a des espèces de petites taches, en fait, on dirait un peu la peau d'un léopard, et ça, c'est un indice assez intéressant qui consiste à dire, ok, ce bout de bois, je regarde en bois de boue, il a été scié sur quartier, il fait des petites taches, ça me dit que c'est sans doute du chêne. Après, il y a des bois aussi qui ont des anomalies plus courantes chez certains arbres que chez certains autres.
L'exemple typique, ce sont les ondes. Vous connaissez tous les rats blondés. Les rats blondés qui sont qui se trouvent plus particulièrement dans l'Acer saccharum, l'érable à sucre, hein, celui avec lequel on tire, celui duquel on tire le sirop d'érable. Il a des ondes prononcées et très rapprochées. Si on prenait un bois clair ondé aussi, comme par exemple du bouleau, voire un merisier clair, les ondes seraient beaucoup plus espacées et beaucoup moins présentes en fait au niveau visuel. Donc ça peut donner aussi certaines caractéristiques, certaines particularités, certaines anomalies des bois, peut donner aussi des clés de l'identification. L'étape numéro 4, et là, on est dans le monde physique, hein, on ne peut plus faire ça avec une photo, c'est le poids et la dureté du bois. Si c'est possible, prenez le morceau de bois, pesez-le, et comparez-le avec d'autres essences, et essayez de creuser dans un coin avec votre ongle pour voir si c'est un bois dur ou si relativement tendre. Si vous avez donc la possibilité de le peser, ensuite vous prenez les mesures, vous faites le calcul tout simple et vous obtenez le nombre de kilos par mètre cube. Et là, vous avez des bases de données avec le nombre de kilos par mètre cube de centaines, voire de milliers d'espèces d'arbres. Et ça va déjà vous permettre de créer un entonnoir en disant, voilà, bon, on est a priori à 830, on sait qu'à 830, c'est pas du pain des Landes, quoi. Mais là, il y a aussi un piège. Et le piège, c'est, évidemment, est-ce que le bois est sec? Et on sait aussi que, j'en reparlerai dans un autre out of the box sur le séchage du bois, qu'il y a un équilibre qui existe au niveau de la capacité d'absorption et de rejet d'eau d'une planche ou d'un bout de bois. L'idée, c'est dans un appartement à 19-20 degrés, avec 55-60% d'humidité, ce qui est à peu près le commun. Globalement, même si vous mettez un bout de bois qui sort d'une étuve et qui a 7%, il va remonter à 20, parce que 20, c'est le pourcentage du pourcentage d'humidité qu'on appelle le pourcentage d'équilibre, en fait. Donc, une des choses à faire, c'est, pour pas se faire piéger aussi, c'est si vous prenez une balance et que vous posez le bout de bois dans un atelier glacé très humide, vous n'allez pas obtenir les mêmes résultats que si vous prenez le bout de bois en question, vous le ramenez dans un endroit relativement neutre, vous attendez 2-3 jours qu'il retrouve sa température d'équilibre, qui retrouve son humidité d'équilibre, et là vous le pesez pour pouvoir bien calculer quel est son poids par mètre cube. La dureté du bois, bon, c'est un petit peu lié aussi, c'est bien connu que les résineux sont des bois tendres, hein. Donc la dureté et la densité sont un petit peu liées, et si on est dans un bois lourd, on est à peu près sûr qu'il sera aussi un bois dur, quoi. Si ça fait partie d'un meuble, vous ne pouvez pas obligatoirement le peser ni calculer. Vous pouvez au moins déjà vérifier au dos d'une porte ou avec la technique de l'ongle pour voir s'il s'agit d'un bois dur ou d'un bois tendre. Ça vous donne déjà aussi une première indication. La semaine dernière, et ça va nuancer un peu notre propos, on avait parlé de la variabilité des arbres. Donc là, j'ai 2 Spanish Cedar, Cedra odorata, hein, le bois qu'on utilise pour les guitares classiques la plupart du temps. Il y en a un premier qui est limite en faux quartier, il est un petit peu comme ça. Il fait... C'est assez standard, il fait 660 par 100
par 26. Et on en a un deuxième qui vient d'un autre arbre, qui lui a bien été pris complètement sur quartier, et qui fait peu ou prou la même chose. Il fait 660 par 100 par 26, c'est pareil, c'est les mêmes. Donc là, on est bien devant la même essence exactement, hein, et deux arbres qui ont eu de vies différentes. Donc on va les peser. Le premier, celui-ci, fait 691 grammes. Et le second, qui a visiblement pas poussé exactement au même endroit, on est quasiment à 830 grammes. Alors, la densité peut servir, évidemment, à repérer, ou au moins à s'orienter vers certains bois, mais ça n'est pas non plus totalement la panacée. On pourrait se dire, oui, mais ils sont peut-être pas séchés pareil. Alors, on va regarder. On se met sur Softwood. Là, on est à 11, 12, 11. Et là, on est à 9, 10. On a 1% d'écart. « 1% d'écart n'explique pas 20% d'écart de poids. Vous faites les calculs comme vous voulez, ça ne marche pas. Le plus lourd des deux, c'est celui qui est en faux quartier. Il doit être à 50 degrés à peu près, alors que celui-là est à 90, mais il est plus léger. Et c'est un des trucs, un des dilemmes qu'on a assez systématiquement à l'atelier, c'est, si je prends le plus lourd, j'aurai plus de sustain, mais un peu moins de stabilité que si je prends celui qui est sur vrai quartier. Toujours les mêmes problèmes de choix quand on choisit des bois pour fabriquer une guitare. Cinquièmement, enquêtez, renseignez-vous sur l'origine de ce bout de bois. Renseignez-vous sur son passé. On oublie parfois quand même que c'est aussi l'identification du bois, c'est aussi parfois du bon sens et de la logique, quoi. S'il s'agit d'un vieux buffet style Louis XIII flamand, il est plus que probable que le bois ce soit du noyer ou du merisier. Et certainement pas du Wenge ou du Jatoba, hein, ou n'importe quel bois africain. Alors ça peut être un petit peu aussi contre-productif, hein, c'est du profilage de bois, entre guillemets, mais quelques questions et puis un petit peu de bon sens permettent aussi de rajouter des informations qui permettent d'identifier le bout de bois en question. Donc parmi ces questions, il y a d'où vient-il ? Même parfois, les tout petits détails peuvent être intéressants à connaître ou à découvrir. Si le bout de bois il provient du tas de bois d'une scierie qui est spécialisée dans la transformation d'espèces locales, évidemment, on a tout de suite une information impeccable. Ça va limiter tout de suite notre recherche. S'il s'agit plutôt d'un atelier spécialisé dans la fabrication de meubles anciens, ou un constructeur de bateaux, ou un menuisier en boiserie, on sait aussi que chacune de ces professions a tendance un petit peu à privilégier certaines essences plutôt que certaines autres. Donc ça donne aussi de l'information. Après, il y a aussi l'âge, et dans l'exemple que je mets à l'écran là, on est à peu près sûr que malgré qu'il soit décoloré, patiné, voire sale, ce rouleau à pâtisserie, c'est certainement de l'érable. Là, je peux aider parce que ça permet, si on ne peut pas raboter le magnifique meuble qu'on vous demande d'identifier, hein, là, je permets aussi un petit peu de déterminer la patine, puisqu'il y a certains bois qui vont avoir des changements de couleur relativement notables au fur et à mesure qu'ils vont se patiner.
Il y a aussi une autre information qui est importante quand on connaît l'âge, c'est qu'il y a eu des modes avec... il y avait certaines époques où les ébénistes privilégiaient vraiment certaines espèces parce que c'était les espèces à la mode en fait. Et ça peut être vachement intéressant parce que ça peut donner une indication aussi sur le panel dans lequel on va plutôt avoir tendance à rechercher, à se concentrer pour identifier le bout de bois. Pour les guitares, et les guitares classiques, on sait tous que les guitares qui étaient fabriquées avant les années 90, le bois, c'était le palissandre du Brésil. C'était Eclicedo, palissandre du Brésil, égale guitare classique. À partir du moment où il y a eu les restrictions CITES, qui ont déjà commencé par frapper, maintenant ça frappe tous les palissandres, mais au départ ça frappait que le palissandre du Brésil, on sait qu'une guitare post-année 90, il y a des fortes chances qu'elle soit plutôt en palissandre des Indes, au niveau des éclisses et du dos. Donc, à nouveau, l'âge de l'objet va nous donner une petite indication, va nous permettre de nous orienter vers tel ou tel bois. Et c'est pas fini, hein, parce que maintenant que quasiment tous les palissandres sont en annexe 2 du CITES, les luthiers vont se tourner vers d'autres alternatives, d'autres bois. Donc en fait, cette histoire des bois, il y a les modes et puis il y a aussi les contraintes qui font que si on connaît l'âge de l'objet, on va plutôt avoir tendance à s'orienter du bon côté plutôt que de faire une grosse erreur comme j'ai fait au début avec le mesquité par exemple, que pourtant je connais bien et j'en ai un paquet. Après, il y a une autre clé, c'est s'il s'agit d'une planche, et que cette planche est brute, on peut regarder aussi avec les motifs pour voir quelle était a priori la taille de l'arbre, surtout si ça a été coupé sur noce. Parce que de toute façon, il y a des arbres qui ne font jamais des troncs énormes, qui font des troncs relativement petits, et ça nous permet de dire, par exemple, si jamais vous voyez un panneau de boiserie de cette taille-là qui est parfaitement noir, dites-vous qu'il a été teinté ou peint, il n'y a pas d'ébène dans lequel on peut tirer comme ça des planches de cette largeur-là. Donc s'il n'y a pas eu plusieurs recollages et que ça a vraiment l'air d'être un bois uni, posez-vous la question, il y a des chances que ce ne soit pas de l'ébène. C'est vrai aussi pour certains arbres qui restent au stade de l'arbuste et où on n'aura jamais, si je reprends l'exemple de la guitare, on n'aura jamais une table. On pourra au mieux faire des touches du fait de la section de l'arbre, même quand il est totalement à sa maturité. Le fait d'avoir aussi une idée de l'utilisation qui était prévue pour le bois, si on la trouve, permet de s'orienter. Dans les vieilles maisons, les planchers étaient plutôt en chêne. Par contre, les tables de guitare acoustique, elles étaient plutôt en épicéa ou en Spanish cedar. On n'a pas de guitare classique avec la table d'harmonie en chêne, bon, voilà par exemple. Donc ça permet aussi un petit peu de faire un peu de profilage et de se dire ce bois il était prévu plutôt pour fabriquer un manteau de cheminée, il y a des chances que ce ne soit pas de l'acajou du Brésil. On a utilisé les 5 premières méthodes et on est toujours un petit peu dans l'expectative, on ne sait toujours pas trop. Certains bois ont des caractéristiques particulières, précises, qui permettent de réduire le champ de recherche à 2-3 espèces et à la limite un seul genre. Et ce sont les techniques dont on va parler maintenant qui permettent, en fait, si on les applique, de faire aussi un tri relativement rapide pour
réduire l'entonnoir et s'orienter vers une bonne identification. Et la première, c'est l'odeur du bois. D'une certaine manière, le détective en bois, c'est un petit peu comme un sommelier. Il doit avoir pu s'entraîner avec de l'expérience pour repérer des odeurs de bois très particulières. Et certains bois usinés ont des odeurs vraiment très très facilement identifiables. Si vous usinez de l'olivier, votre atelier sentira, mais très fort, l'olive verte. Ça vous donnera très rapidement envie d'aller vous préparer un martini. Et quand vos yeux et vos mains ne vous donnent pas suffisamment d'informations, fiez-vous à votre nez. On a des bois qu'on reconnaît quasiment immédiatement aussi à l'odeur, comme ceux qu'on travaille beaucoup, comme l'aulne, le tilleul, le chêne, qui ont vraiment des odeurs très particulières, mais tous les bois ont d'une certaine manière des odeurs très particulières. Alors, ça peut pas se transmettre via Internet, hein, ce truc-là. Il faut couper des bouts de bois, il faut sentir les odeurs, et là, votre cerveau va au fur et à mesure enregistrer. Je me souviens d'un sommelier qui n'était pas capable de repérer les traces d'agrumes dans certains vins blancs. Et alors, il ne pouvait pas parce que son cerveau n'avait pas de référence, parce que ce monsieur détestait absolument tout ce qui était orange, pamplemousse, etc. Il n'en mangeait jamais. Donc, il n'avait pas rangé dans un coin de son cerveau les informations sur l'odeur des agrumes. Et il ne trouvait jamais les agrumes dans un vin blanc. De la même manière, si vous coupez un bout de bois et que c'est la première fois, vous ne pouvez pas dire, en le sentant simplement, tiens, c'est du tilleul. Alors que, évidemment, si vous avez déjà coupé du tilleul, votre cerveau a mis dans un coin, ok, le tilleul, c'est cette série d'informations, et l'odorat est un super détective. Après, il y a des techniques un peu plus sophistiquées, comme la fluorescence et la lumière noire, par exemple. Deux bois qui se ressemblent énormément, le robinier et le bois de sapin. Même si ce robinier là, a été coupé sur d'os, donc on a un peu plus de dessin, ça n'empêche que ce sont deux bois très 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 semblables, au niveau texture, au niveau poids, etc. Et avec un petit truc à 10 balles, qui est une petite lampe UV, on va tout de suite voir comment on peut distinguer le robinier. Alors ça marche pas pour tous les bois, mais il y a un certain nombre de bois qui renvoient une fréquence très particulière. On peut aussi tenter des tests chimiques. Alors ça met un grand mot, des tests chimiques relativement simples. Le cœur, le duramen, contient, pour certains bois, des molécules qui sont solubles dans l'eau. Et donc, on peut essayer de mettre des copeaux dans un flacon, ou dans un bocal, ou dans un tube à essai, avec de l'eau, et on va voir l'eau se colorer. Là, on a des copeaux de deux bois parfaitement jaunes, et qui ont à peu près la même structure de fil. Ici, on a du Pichia Amarillo. Et là, on a du mûrier pays qu'on appelle osage orange. Et je les ai simplement mis dans de l'eau. Et on va regarder ce que ça donne dans une demi-heure. Je vais filtrer les deux liquides pour vous montrer ce que ça donne. Même s'ils étaient visuellement très très proches, on sait que celui de droite, c'est l'osage orange. Parce que, en fait, le colorant qu'il contient se dissout dans l'eau. Alors que le même colorant jaune, puisque les bois sont très très proches au niveau physique, au niveau couleur, le colorant jaune du Pichia Amarillo, lui, a priori, ne se dissout pas dans l'eau. Et ça va nous donner une super indication sur le bois, voire l'espèce de bois. Que quand on colle de l'osage orange, s'il y a des débordements de colle, même si vous avez utilisé de la colle blanche, ce qui déborde, c'est de la colle jaune vif, quoi.
Enfin, j'ai gardé pour la bonne bouche la dernière clé, la plus importante, de ce long exposé, et cette clé, c'est le bois de boue. Alors, il y a deux choses. Déjà, il faut avoir un bois bien préparé. Ça veut dire que le bois de boue a été raboté, il est propre. On a fait ça avec un ciseau très affûté ou un rabot très affûté. On peut aussi, à la limite, parfois avec un scalpel, enlever une très fine couche pour avoir vraiment un bois très propre pour pouvoir l'observer. Et là, on va pouvoir, soit avec une loupe, soit avec des lunettes loupe, vous savez, qui ont différents grossissements. Prenez pas un truc à grossissement 2 ou 4, hein, il faut un truc à grossissement 10, qui est très bien. Et là, on va pouvoir vraiment observer le bois de boue. Et c'est vrai que l'observation du bois de boue est une méthode fiable, elle est relativement reproductible. Par contre, elle demande de pas mal s'informer, apprendre et se former à la botanique du bois, parce que il va y avoir des connaissances minimales sur les types de cellules, les cernes, les positionnements, etc., qui vont vous permettre tout de suite de dire, et ça fera peut-être l'objet d'un out of the box, vous mettez dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresserait. C'est un peu plus, entre guillemets, académique, mais une bonne connaissance des botaniques du bois, de la botanique des bois, va permettre vraiment, en observant à fort grossissement les bois de boue, de pouvoir dire celui-là, c'est un acajou du Brésil, celui-là, c'est un acajou du Honduras. Et ça, seul le bois de boue le donne. Mais ça peut faire l'objet carrément d'un out of the box complet, hein. Là, on a déjà un petit peu dépassé le temps qui nous était imparti. Et j'espère simplement vous avoir donné déjà quelques clés, tout en vous ayant bien tapé le moral, en vous disant qu'il n'y a pas de certitude dans ce monde cruel et absurde. J'espère que cette petite causerie vous a intéressé. Sachez que de toute façon, l'identification du bois est un passe-temps très amusant. On joue vraiment au détective, on est en face d'une enquête. On veut avoir le passé du suspect, on veut avoir la police scientifique qui nous donne des informations pour essayer de résoudre l'énigme, même si parfois on finit avec un gros point d'interrogation, c'est pas grave. À bientôt.